Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence midi de l'Observatoire sur l'agenda 2030 des Nations Unies. Je me présente, François Roch, professeur au département des sciences juridiques. Notre conférencier du jour est le docteur Joël Baraka Hakimi Mali. Ce dernier est chercheur postdoctoral au Fonds national de recherche scientifique à l'Université catholique de Louvain. Après un doctorat décroché en sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Louvain en 2021, il a consolidé ses recherches sur la gouvernance des patrimoines fonciers, immobiliers, artistiques et architecturaux, à la fois dans des environnements religieux hybrides, postcoloniaux et post-séculiers. Il est membre de l'Institut LIDAM et de l'Institut RSCS à l'Université catholique de Louvain, et il est à Montréal dans le cadre d'un séjour de recherche comme chercheur invité à la chaire de gestion de la diversité culturelle et religieuse de l'Université de Montréal au Canada. Notre conférencier nous présente une conférence intitulée ODD et cadre UNESCO face à la requalification des patrimoines religieux, enjeux de la durabilité urbaine, inclusive et résiliente. Avant de donner la parole à notre conférencier, juste vous dire que c'est intéressant comme sujet dans la mesure où plusieurs questions ont été abordées dans les 3 dernières années dans le cadre de nos conférences midi, mais c'est l'une des premières fois qu'une conférence va porter sur l'ODD 9 et sur l'ODD 11. Donc, je me réjouis grandement justement que cette thématique-là soit abordée dans le cadre de nos activités. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier ma collègue, la professeure Michèle Rioux, qui a joué les entremetteuses. Donc, c'est via elle que j'ai pu faire la connaissance de notre conférencier du jour. Donc, sans plus tarder, Dr. Baraka Hakimi Mali, je vous laisse la parole. Vous avez une quarantaine de minutes pour votre présentation. Merci beaucoup, professeur, pour cette invitation. Et je tiens à remercier Michel, avec qui on est en contact depuis maintenant plus d'1 année. Et lors de mon séjour à Montréal, je l'ai recontacté et elle m'a invité à prendre la parole ici à l'Observatoire de l'agenda 2030. Je remercie aussi toute l'équipe qui a accepté de m'accueillir à l'occasion de mon séjour de recherche ici. Alors, je ne vais pas revenir sur qui je suis parce que ça vient d'être fait. Je vais directement, mettre le thème de ma communication. Voilà. Alors, Pour faire le partage d'écran. C'est bon. Attendez, je vais vous donner un coup de pouce pour mon partage d'écran. L'écran pour partager. Et voilà. Merci. Donc, ma communication porte sur objectifs de développement durable et cadre UNESCO face à la requalification des patrimoines religieux, enjeux de la durabilité urbaine, inclusive et résiliente. Alors, c'est une communication qui s'inscrit dans le cadre général de mon mandat FNRS en cours, et je travaille sur le concept de patrimoine hybride. Hybride, ça veut dire qu'il est à la fois religieux, mais pas que, parce qu'on a tendance à opposer les religieux à d'autres sphères de la société. Et l'idée ici, c'est de montrer que les religieux font partie d'autres secteurs au même titre qu'eux et qu'on ne devrait pas opposer la dimension religieuse comme étant une dimension à part. Et c'est ça un peu l'idée. Alors, la question, c'est de comprendre comment est-ce que les rapports État-Église sont pensés à partir d'une perspective hybride et spécialement les implications en termes de gouvernance. Alors, je suis ici à Montréal sur l'invitation du projet Mirel, qui est un projet en cours à l'Université de Montréal dans le cadre de la chaire sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse à travers laquelle nous collaborons dans notre chaire des droits et religions à Louvain-la-Neuve. Et je remercie en passant la professeure Solange Lefebvre et mon superviseur qui ont mis tout cela en harmonie, et évidemment aussi les cadres qui en a saisi pour que j'en profite, pour étendre mes communications ici. Alors, qu'est-ce que je vais communiquer très concrètement?
Mon plan porte sur 3 petits points, mais peut-être aussi grands points, ils ne sont pas si petits que ça, avec un aspect introductif, d'où j'ai mis 0 pour dire que ce n'est pas trop dense, mais important de savoir. Et c'est de savoir à partir d'où je parle, parce que dans la recherche, on a toujours une perspective à partir de laquelle on parle, et cela permet de comprendre pourquoi il a tel raisonnement, tel argumentaire et pas tel autre. Alors, le premier grand point, ce sera une approche éthique et épistémologique de la requalification, sous-entendu requalification des églises, des monastères, de tout ce qui est patrimoine religieux au sens large. Et ce n'est pas que catholique, contrairement à la tendance dominante, c'est aussi protestant, c'est aussi anglican. Et dans certains contextes, c'est aussi juif, parce qu'il y a des vieux patrimoines en Europe, par exemple, qui datent encore de l'époque où il y avait une forte présence juifs dans les villes européennes. Donc, l'idée du patrimoine religieux n'est pas à restreindre à une perspective catholique, romaine, je vais dire, mais ça va dans l'angle global, c'est aussi ça l'idée de la globalité, de l'équitation. L'approche matérielle sera le deuxième point. Concrètement, dans quelle mesure le droit international apporte une contribution à ces débats? Et le droit international, évidemment, il y a l'agenda 2030 des Nations Unies qui porte sur les objectifs de développement durable et le cadre de l'UNESCO qui est la grande institution spécialisée des Nations Unies sur tous ces genres de questions d'ordre à la fois politique, théorique, institutionnel sur la culture et sous-entendu le patrimoine religieux comme une sous-composante de la culture. Et le dernier point, ce sera une analyse des cas. J'espère qu'on aura le temps pour discuter concrètement pour voir quels sont les aspects du droit international qui sont de plus en plus pris en compte à travers les pratiques des acteurs locaux. Et je parlerai du contexte belge sur lequel je travaille et que je maîtrise plus ou moins bien. Mais en introduction, je vais commencer par un cas canadien qui intéresse aussi et qui pose des questionnements pour comprendre l'événement à partir d'où je parle. Ce plan étant fait, j'en viens directement justement à partir d'où je parle comme cadre introductif. Alors, comme vous le savez, le dimanche dernier, 2 novembre 2025, il y a eu des élections à Montréal. On a voulu renouveler la classe politique comme dans toutes les grandes démocraties occidentales. Et je suivais, à l'occasion de mon séjour, les débats comme tout visiteur dans un environnement. Les premiers réflexes, c'est de comprendre dans quoi est-ce qu'on est, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe. Et je suis tombé sur la page d'un des candidats maires ici à Montréal. Et c'était intéressant de voir des discussions qui étaient sur sa page où il a développé le programme. Alors, pour des raisons méthodologiques et éthiques, je ne vais pas donner les noms de ces candidats-là, mais c'est vérifiable pour qui veulent les savoir. J'ai juste pris quelques captures d'écran de quelques réactions et c'est important pédagogiquement pour comprendre les problèmes aujourd'hui dans l'Occident sécularisé des patrimoines religieux. Alors, un des internautes qui a réagi sur le poste de ce député dit ceci. Je vais voter pour vous. Cependant, même si l'État est laïque, notre pays possède des racines profondément chrétiennes qui ont façonné ses valeurs, ses lois et son identité morale. Voilà. Ma question est la suivante. Pouvez-vous protéger la foi chrétienne et les liens de culte, non pas en imposant une religion, mais en assurant que notre héritage spirituel, nos églises, nos familles croyantes et notre liberté soient respectées, honorées et défendues? En d'autres mots, comment comptez-vous préserver la liberté des foi chrétiennes et protéger le patrimoine spirituel qui a contribué à bâtir notre société? Voilà, une question légitime. Alors, c'est intéressant, c'est les discussions qui ont suivi cette question. Et une réaction a été, entre autres, sur toujours ces postes de ces candidats maires. Vraiment? Donc, vous allez continuer de mettre de l'argent des Montréalais
dans des infrastructures religieuses désuètes. Vous ne pensez pas que l'exonération fiscale qu'il profite est déjà plus que suffisante. Voilà. Une deuxième son de cloche qui vient tempérer le premier. Alors, je continue à suivre un peu les réactions. Et une troisième réaction m'a paru intéressante, que j'ai aussi notée ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il est irréaliste et inacceptable de penser pouvoir maintenir en état toutes les églises à Montréal. Il ne revient pas aux municipalités de s'en occuper, mais à l'institution catholique. Il est grand temps de stopper l'exonération fiscale à tous les lieux de culte au pays. Je suis désolé, mais déjà qu'ils sont exemptés des taxes municipales, nous n'allons pas en plus débourser de l'argent des fonds publics pour les maintenir en vie. Et une dernière réaction un peu plus violente, voilà, je ne vais pas prononcer les mots, vous savez les lire, j'espère, sur nos écrans, et dit F, comprend toutes les religions égales N, ou N, je ne sais pas si je prononce. Voilà un peu de point de vue d'une société, évidemment, qui est fissurée et qui démontre que la question du patrimoine religieux a d'un côté une première catégorie de gens que je peux considérer comme des conservateurs, une deuxième catégorie de gens que je pense sont sensibles à la dimension affectation des fonds publics ou répartition des fonds publics, une troisième catégorie de gens que je dirais anarchistes, pas anarchistes au sens de détruire, mais anarchistes au sens de se départir de la religion, comme on dit, ni Dieu ni maître, et toute la littérature qui est là-dedans. Alors, ça m'a intéressé justement de comprendre qu'il y a justement une fissure sociétale profonde en Occident sur un passé et un devenir qui devient sensible. Alors, au Québec, on parle dans la littérature de la Révolution tranquille et toutes ses implications sur la société québécoise. En Belgique, où je réside, il y a toute une littérature sur l'anticléricalisme qui a même conduit à la structuration d'une laïcité organisée qui est trop sensible à tout ce qui est patrimoine religieux. On peut multiplier les exemples dans d'autres États juste pour montrer cette fissure sociétale. Un deuxième constat, c'est que ma communication à partir de ce qui vient n'est pas une conclusion d'un débat déjà sensible. Je ne viens pas dire donner une conclusion comme une solution. Non, j'ouvre un débat, j'ouvre une réflexion ouverte évidemment, mais à partir d'un point de vue que j'essaie d'expliquer et de défendre dans le cadre de mon mandat de recherche actuel. Un débat ouvert donc sur l'approche des communs, pour être beaucoup plus précis, sur quoi est-ce que j'en viens, et du paradigme post-séculier. On va expliquer tout ça progressivement. Et enfin, un recours au droit international comme une boussole et pas comme une solution miracle face aux défis juridiques, politiques, économiques, idéologiques internes aux États. Alors, d'abord, pourquoi le droit international? Ce serait intéressant, je vais peut-être revenir plus tard. Au début de mon mandat, c'est peut-être une anecdote, en Belgique, j'avais eu un rendez-vous avec un membre travaillant pas directement dans la cathédrale, mais en collaboration avec la cathédrale Saint-Michel-Écudule de Bruxelles. Et on devait faire des entretiens sur la gouvernance de la cathédrale comme entité religieuse, mais aussi comme espace socio-politique de la ville. On a fait des échanges par mail et je lui ai envoyé mon questionnaire, il a réagi et on s'est même donné un rendez-vous. Alors, la veille, je crois, du rendez-vous, j'ai reçu un mail pour me dire, mais j'ai cherché ton nom sur Internet et j'ai vu que tu es d'origine africaine. Alors, pourquoi tu t'intéresses à nos patrimoines européens? C'était quand même un choc. Un choc, ici d'un questionnement légitime. Et justement, j'ai vite compris que penser ce genre de problème à partir d'un cadre normatif purement interne va me créer beaucoup de soucis, d'où la dimension, chercher un autre cadre d'analyse, d'où l'intérêt pour le droit international. Donc voilà un peu une parenthèse pour comprendre pourquoi le droit international devient une boussole intéressante pour questionner ces débats
parce que ça dépassionne. On va dans un niveau global où on ne va plus voir les temps politiques, les problèmes québécois historiques. Et là, on pose un débat global comme un fait, un problème qui peut être posé par n'importe quel citoyen du monde, mais aussi comme un fait de société qui transcende la réalité québécoise ou belge ou française ou canadienne ou irlandaise, je ne sais pas quoi. Donc, voilà un peu juste une parenthèse pour comprendre d'où est parti mon intérêt pour un questionnement en droit international. Pour la petite, une petite autre précision, je suis à la base juriste, donc je fais le droit à la base 5 ans de droit et après je me suis ouvert aux perspectives des sciences sociales. Alors, comme cadre méthodologique de cette communication qui est aussi une recherche que je pense proposer plus tard pour publication à OCI, si j'ai bien suivi nos dernières discussions. Une analyse documentaire, un cadre normatif, évidemment, avec tout ce qu'il y a comme analyse exégétique des textes légaux. Des études des cas, j'en ai parlé un peu. Une analyse des discours sociaux, je viens peut-être de le faire en liminaire, mais c'est quand même intéressant de comprendre comment cela a été fait. Et finalement, un positionnement éthique et épistémologique du chercheur. Parce que souvent, on oublie que les questions éthiques et épistémologiques sont importantes dans toute méthodologie. Et la posture du chercheur d'origine non occidentale, mais vivant en Occident et étudiant les terrains occidentaux, est intéressant parce que ça permet un regard décentré. Je viens de le dire pourquoi, mais aussi c'est de décentrer les Nord avec tout ce qu'il y a comme nouvelles approches postcoloniales ou décoloniales, avec l'idée de remettre en question des épistémies universalistes versus une épistémie localiste. Autrement dit, on dit décentrer ou provincialiser l'Occident comme une partie du monde, comme toute autre partie du monde. Alors, les cadres théoriques, là, je ne vais pas m'en présenter parce que ce n'est pas vraiment l'objet de ma communication, mais très rapidement, je parle d'un cadre théorique qui a dominé le monde au cours du siècle dernier, qu'on appelle le paradigme de la modernisation ou le paradigme modernisateur. C'est un paradigme qui a eu deux grands courants. Un premier courant très science sociale qui pense la sécularisation comme un marqueur de la modernité. Ça veut dire, pour qu'on dise d'une société qu'elle est moderne, elle doit se séculariser. C'est un discours qui a dominé en Occident et qui s'est transposé dans d'autres sociétés du monde marquées par la modernité occidentale. Et le point, le saillant en sociologie, par exemple, c'est Max Weber qui parle de la rationalisation, de la bureaucratie qui va suivre, du désenchantement du monde. Et par désenchantement, ça veut dire du fait que les gens ne mettent plus leur foi en Dieu, mais en la science, entre autres. Berger Peter dans ce secret Canopy qui parle de la modernité comme étant inéluctablement la fin de la religion. Charles Taylor et Secular Age, la sécularisation comme sortie de la bulle religieuse. Et donc, on est dans un format qui a vraiment été très dominant. Alors, quelle est la conséquence? C'est que les églises deviennent des anomalies urbaines dans cette vision modernisatrice qui s'est encastrée. Et à partir de la révolution qu'on appelle en France, par exemple, le mai 68, ça a eu des conséquences bouleversantes et auxquelles encore on n'est pas loin de sortir. Deuxième série d'arguments d'ordre modernisateur, c'est le développement comme rattrapage linéaire autour d'une standardisation. Alors ça, c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a toute une machine aussi qui va se déployer avec Rousseau, mais aussi les Corbusier en termes architecturaux. D'abord, Rousseau, en termes économiques, c'est que pour lui, développement égale adoption d'un modèle occidental vers une industrialisation et dans laquelle on doit avoir des villes, des villages, des territoires qui suivent un certain nombre, un certain modèle de développement. Il y a de l'autre côté le Corbusier qui pense qu'il faut une architecture modèle, une standardisation, et donc il faut couper les vieilles églises, les vieux bâtiments, construire des gratte-ciels, c'est ça le modèle
qui va être... alors, la conséquence, c'est qu'il y a obsolescence programmée du patrimoine religieux. Alors, ça, c'est un cadre dominant. J'ai quand même aussi associé des cadres critiques, parce que toute approche a toujours des critiques. Malheureusement, des critiques qui restent encore peu discutées ou encore peu enseignées dans les cadres des pensées encore promis en général. Alors, un premier tournant, c'est le tournant post-colonial, parce qu'entre-temps, ces grands modèles dont je viens de dire ont été pensés à une époque où beaucoup de pays étaient encore colonisés et n'avaient pas droit à la parole. Mais le tournant post-colonial arrive et il y a d'abord d'un côté l'orientalisme, de l'autre côté la culture de l'hybridation. La conséquence est qu'il y a une pluralisation des significations du sacré et une remise en question du récit unique de la modernité. Et là, avec la globalisation, vous avez à Montréal des gens qui viennent d'autres origines, qui sont aussi montréalais, et qui ont une autre vision du sacré ou du patrimoine. Donc ça va être une première approche critique. L'ère post-séculière qui arrive aussi, y compris en Occident, et il y a des auteurs qui commencent à dire, je pense que nous nous sommes trompés. Et entre-temps, Habermas est un des modèles par excellence, qui pose la question de la coexistence des rationalités et qui pose le débat post-sécularisme. Il faut dépasser la sécularisation, il faut considérer que ce n'était qu'un cas, mais aujourd'hui, on est dans une sorte d'hybridation. Voilà. La conséquence, c'est que les édifices cultuels retrouvent progressivement encore une certaine légitimité comme support potentiel de délibération. Alors, il y a aussi toute la critique postmoderne aujourd'hui qu'on peut résumer par des auteurs Latour et Lyotard, et un ouvrage intéressant justement de Latour, Nous n'avons jamais été modernes, très intéressant pour remettre en question justement tous les grands discours qui sont encore dominants, mais qui ont quand même des perspectives critiques. C'est important juste de revenir sur ça rapidement pour comprendre après la perspective que je prends pour la suite et en quoi le droit international vient justement prendre conscience de ces débats en termes légaux évidemment, mais la conséquence est les liens. Voilà, donc c'était intéressant quand même de faire toute cette perspective introductive. Alors, comme première partie, approche éthique et épistémologique de la réqualification. Chaque fois que je dis réqualification, c'est pour entendre réqualification des églises, de monastères, de tout ce qui est patrimoine religieux. Alors, si je le pense comme étant un objet de recherche sensible. Donc, vous vous souvenez, au début de ma communication, j'ai déjà montré le type de discussion qu'il y a, par exemple, dans la société québécoise et spécialement montréalaise, où on sent que la question est sensible. Et ici, au Québec, au Canada en général, ce n'est pas facile d'avoir un point de vue tranché sur la question du devenir des édifices religieux dans une société, justement, qui est en transformation, en profonde mutation. Alors, je me pose 6 petites questions auxquelles je vais rapidement répondre, qui ne sont pas assez compliquées, mais qui permettent justement de comprendre cette question de la sensibilité. Je reviens peut-être encore une fois, j'en ai déjà esquissé ça en introduction. Qui suis-je pour me mêler des problèmes des patrimoines religieux occidentaux et par quelle légitimité? Quelle est ma légitimité, moi, de venir parler des problèmes qui sont dans l'univers auquel je ne suis pas directement rattaché en tant que quelqu'un qui a vécu longtemps. Évidemment, j'ai fait mes études et voilà. Alors, les objectifs de développement durable seraient-ils aussi une question propice aux sociétés développées du Nord? Pourquoi je pose cette question, on va y revenir, c'est parce que quand on lit les objectifs de développement durable, on a une tendance que c'est une injonction du Nord vers le Sud, et les pays développés, on sait que c'est l'Afrique, un peu l'Amérique latine, un peu l'Asie, un peu l'Europe de l'Est, mais pas beaucoup, mais donc on a une vision comme ça. Et la question, c'est de dire, est-ce que les ODD, c'est aussi un problème du Nord, donc de l'Occident, pour faire ça? Troisième question, est-ce qu'on peut révisiter les paradigmes du développement
tel qu'on l'a dit. Donc déjà, c'est des questions que vous voyez que j'ai presque répondu en introduction, mais qui reviennent juste pour des raisons d'organisation. Quatrième question, comment penser une épistémologie nouvelle d'une question religieuse qui, en apparence, est déjà verrouillée par le droit interne? Parce que le droit international a laissé à chaque État d'organiser à sa guise le problème religieux. Et beaucoup de pays proclament la laïcité, ça veut dire, ça peut dire ce que ça peut dire dans beaucoup de situations, parce qu'il y a toujours de laïcité. La laïcité à la française n'est pas la laïcité à la belge, la laïcité à la belge n'est pas la laïcité américaine, mais le principe global, c'est la séparation de l'État et de l'Église. Alors, faut-il encore savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette séparation, parce qu'une séparation peut être rigide, tout comme elle peut être souple. Cinquième question, la querelle des idéologies d'économie politique est-elle dépassée et en quoi ces idéologies affectent le patrimoine religieux en développement aujourd'hui? Et dernière question par rapport à ce point, c'est est-ce que le droit international est-il une solution spécialement une des objectifs de développement durable et du cadre UNESCO? Alors, qui suis-je pour me mêler des problèmes? C'est que, je l'ai peut-être déjà dit en introduction, non, je ne veux pas m'atteler là-dessus. On est dans une perspective où le droit interne bloque presque les débats. Dès qu'on décrète qu'il y a laïcité, la tendance, c'est qu'il y a une fissure sociétale et il y a le bon citoyens qui sont laïcisants ou laïcisés et les mauvais qui résistent à la laïcité. Donc, c'est ça la fissure sociétale dont je parlais et qui a été construite et qui a impacté la construction, la formation et la réformation de l'État moderne, sous-entendu l'État dominant dans sa posture occidentale, parce que c'est cet État-là qui a été dans la plupart du temps transposé dans le reste du monde. Alors, ce qu'il faut juste dire ici, c'est que un patrimoine local nécessite quand même une problématique globale. Donc, si on a un problème qui est local, mais qu'on voit ça globalement en tant qu'un problème qui ne doit pas être isolé, ça devient intéressant parce qu'il y a des dynamiques mondiales de sécularisation et de transformation urbaine. Mais aussi la valeur urbaine exceptionnelle. Certains patrimoines ne sont pas que montréalais. Quand vous allez, par exemple, à l'Oratoire Saint-Joseph, vous voyez toutes les nationalités du monde qui viennent se recueillir là-bas et vous prenez rapidement conscience que certains patrimoines ont une posture qui dépasse la dimension locale et même si ce n'est pas parfois inscrit aussi du patrimoine de l'UNESCO, mais sociologiquement ou juridiquement, certains patrimoines locaux ont une dimension globale. Donc, ça pose tous les débats justement de s'intéresser. Et l'interface offre un regard décentré, je crois en avoir déjà parlé. Alors, la deuxième question, les objectifs de développement durable sont-ils aussi applicables aux sociétés développées du Nord? Si oui, les ODD et les grands Nord, comment penser ça? D'où la question ou la conséquence de dire que le Nord global s'inscrit dans un agenda universel. Et donc, on ne doit pas penser les ODD comme étant des zones jonctions du nord vers le sud. À l'horizon 2030, vous aurez l'eau. À l'horizon 2030, vous aurez l'électricité. Il faut aussi dire, et vous aussi, dans 2030, parce que justement, on est parti d'un postulat des années 50, et je parlais de Rousseau, c'est pour ça que c'était intéressant de revenir là-dessus, où on pensait, et Truman qui va définir l'idée de développement, et on va amener le développement vers le site comme un kit hein, qu'on va installer, un peu comme on installe une application dans une machine. Et donc là, on est dans un contexte où on se rend compte que finalement, il y a aussi des problèmes de développement au nord, pas au même titre qu'au sud, parce qu'il y a des différentiels, mais dans un contexte de perte de repères, d'essence, on a d'autres nouveaux défis qui vont se poser. Entre autres défis de développement au nord, la désaffectation des églises révèle des faiblesses. Pas des faiblesses au sens de la foi, on n'est pas à ce niveau-là, on ne fait pas de la théologie, mais des faiblesses en termes de résilience des infrastructures. Tous ces patrimoines, qu'est-ce que vous allez en faire? Que faire des infrastructures devenues obsolètes?
en termes d'inclusion sociale, comment gérer des biens collectifs en perte d'essence? Est-ce que vous allez donner ça à des promoteurs privés? Et donc, on est déjà dans une société où les privés, il y a tellement d'inégalités que les privés de plus en plus critiqués. Et donc, est-ce que vous allez donner tous ces patrimoines qui ont été conçus dans un esprit communautaire et donner ça à des particuliers? C'est quand même un questionnement. Mais aussi, toute la question énergétique, ce patrimoine bouffe beaucoup d'énergie, et alors qu'entre-temps, et c'est un fils que j'ai ajouté peut-être, François, il y a aussi l'ODD 7 qui est intéressant et qui n'était pas dans ma communication de départ, mais lorsque j'ai préparé les slides, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'un des grands arguments pour la réqualification, c'est de dire ces édifices bouffent beaucoup d'énergie, surtout en hiver, et donc il faut les vendre, ça n'est plus rentable. D'où les normes comme un laboratoire pour les sites, mais aussi les sites comme un questionnement pour les normes et remettre les ODD dans une perspective globale. Alors, la question des développements est-il encore pertinent? Évidemment, oui, il faut revisiter les paradigmes du développement en tant que modernisation du monde à partir de la crise des églises requalifiées. Alors, de partir du développement unidirectionnel vers la durabilité multidimensionnelle, la crise des églises, un nouveau défi de développement pour les Nord, la requalification des patrimoines religieux oblige à inventer de nouveaux modèles économiques, sociaux et environnementaux qui vont au-delà du simple paradigme de la croissance matérielle. Qu'est-ce que ces édifices nous enseignent en termes environnementaux? C'est rarement posé, alors que la plupart, ce n'est pas que l'édifice, c'est aussi le parc qui est parfois autour et qui apporte des contributions écologiques à la vie. Alors, quatrième question, comment dépasser les blocages idéologiques et juridiques pour une épistémologie post-séculière? Entre autres blocages, c'est qu'on est dans un, comme je le disais, une dualité. La société s'est créée dans une dualité où si tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi, ce qui n'est pas toujours vrai. Où on a d'un côté la laïcité, de l'autre côté la religion. D'où l'approche post-séculière invite à ne pas voir la religion uniquement comme une affaire de croyances privées, mais aussi comme une force culturelle et patrimoniale et un profondément structuré nos environnements. C'est aussi le nom des rues, c'est aussi le nom des gens, c'est aussi le nom des patrimoines privés familiales. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué que simplement la question de la foi. Pensez le christianisme comme un fait social total. Donc, il s'agit d'analyser ces édifices dans toutes leurs dimensions. Alors, un des problèmes aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces édifices-là, c'est que directement, on a tout le mauvais passé historique de l'Église, les viols, les abus, les contrôles, mais on perd de vue la dimension sociale de ce qui s'apporte, la dimension économique, la dimension historique, urbanistique, architecturale. On ne peut pas enlever ces patrimoines des villes européennes, des villes canadiennes, et croire que les mêmes villes auront la même âme. C'est comme si on avait tiré quelque chose qui structure un ensemble. Donc, le christianisme n'est pas que la foi, c'est tout un ensemble structuré et on doit voir tous les sous-composantes et pas seulement les problèmes liés à la hiérarchie catholique, qui est un aspect certes, mais pas que. Et aussi les cadres des communs comme déverrouillage. Donc, justement, on pose la question des communs. Les communs comme un nouveau cadre de pensée de plus en plus promis dans tout ce qui est économie sociale et solidaire, par exemple, et tous les autres débats autour. Alors, la querelle des idéologies est-elle dépassée finalement? Parce que je viens de dire qu'on peut. Alors, quand je parle des idéologies, j'espère que vous vous souvenez de quoi on parle, tout le XXe siècle a été fissuré entre les capitalistes et les communistes, et ça a des conséquences sur le type de rapport au patrimoine, entre d'un côté la sacralisation de la propriété privée et de l'autre côté l'étatisation de tous. Est-ce qu'on peut dépasser? Est-ce que c'est dépassé? D'où l'impasse du dualisme État-marché. D'un côté, on pose la miséification publique, on dit ah, c'est des patrimoines muséaux,
il y a un arrêté qui va sortir pour classer telle église comme patrimoine du Québec ou de la Belgique ou de la France. De l'autre côté, on dit, mais ça nous coûte cher, il faut qu'on vende, et donc la marchandisation. Et il y a des promoteurs immobiliers qui ne sont que spécialisés dans ça. Donc, chaque fois qu'il y a une église à vendre, c'est lui qui se présente. Donc, et pour eux, ce ne sont que des tas de pierres qu'on peut transformer en hôtel ou en centre commercial ou quoi que d'autre. Alors, les deux options traditionnelles sont aujourd'hui insatisfaisantes. On les sent, ça crée des frustrations de part et d'autre. L'émergence d'une troisième voie, la gouvernance des comptes. Alors, cette troisième voie propose une gestion collective par une communauté d'usage, selon des règles qu'elle se donne elle-même, souvent en partenariat avec le pouvoir public. Alors, un édifice commun, malgré la fin de la foi, la question n'est plus à qui appartient l'Église, est-ce qu'il appartient à l'État, est-ce qu'il appartient à un privé, mais la question devient comment l'habitons-nous ensemble? La requalification réussie est celle qui recrée autour du bâti une communauté de destin et des projets qui transcendent l'ancienne communauté de croyances, évidemment sans l'exclure, mais pas non plus restreindre à celle-là. Et la dernière question, finalement, le droit international, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme solution, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme contribution? Alors, une solution normative, mais pas technique, parce que les ODD fournissent des recettes, ne fournissent pas plutôt des recettes toutes faites, mais elles offrent une boussole, comme je le disais en introduction normative, un langage commun pour évaluer et orienter l'action locale. Deuxième intérêt pour le droit international, c'est que, disons, il est impertinent parce qu'il légitime et impose une approche intégrée et pas que limitée, sociale, économique, environnementale. Et quand vous lisez les ODD, ils sont dans beaucoup d'axes. Et les trois qui m'intéressent aujourd'hui, 9, 11 et 7, ils sont parlants. Et force pour créer des ponts qui permettent de connecter la question très locale d'une église dans une ville de Belgique ou de Québec à un agenda politique global, de justifier des financements hybrides et de fédérer des acteurs et le reste que vous pouvez lire. Alors, rapidement, la deuxième partie, ça c'est tout simplement citer qu'est-ce qu'il y a maintenant dans les ODD. Le plus difficile était la première partie parce qu'elle était beaucoup plus théorique et de comprendre comment on lit toute cette littérature à la réalité vécue. Alors, la deuxième partie, c'est approche matérielle de la requalification. Alors, quelle est la contribution concrètement au débat? Qu'est-ce que le droit international apporte concrètement? Je l'ai déjà dit, objectif 9, objectif 11, et j'en ai ajouté l'objectif 7. Concrètement, qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça apporte à ce débat qui est tendu, qui est sensible, qui crée des frustrations dans la société difficile? Parce qu'il y a un passé qu'on ne va pas nier, même si on va le présenter tel qu'on le présente, mais il est là et il a structuré des vies. Pas que seulement au Nord, parce que c'est la même société est venue nous évangéliser, nous civiliser, entre guillemets, je ne veux pas rentrer dans les débats politiques postcoloniales, mais c'est des faits qu'on ne va pas nier, d'où la question de repenser les problèmes en termes du droit international. Alors, la durabilité, voilà la grande contribution du droit international, et spécialement de l'agenda 2030, si vous voulez bien. La question de la durabilité est importante dans les objectifs de développement durable, mais qu'est-ce qu'on entend par durabilité? Parce qu'il y a un dilemme, je risque de me répéter, mais rapidement, ce dilemme-là, on l'a déjà vu. D'un côté, la miséification publique qui risque de sanctuariser ce patrimoine-là. Donc, ça devient un truc sanctuarisé où pour y aller, il faut payer. Tout le monde n'a pas nécessairement toujours l'argent pour payer. Ou c'est que ça coûte parce que si c'était une église commusialiste, le prix d'une église, ça devient un musée. Donc, ça change le caractère vivant de l'église et il y a des critiques là-dedans. Alors, la désaffectation des patrimoines religieux donc, pose ces triples défis. De l'autre côté, la marchandisation privative, reconversion en hôtel, vous savez forcément des églises qui ont été reconverties en hôtel, reconversion en commerce, reconversion en logement privé, et je vois qu'ici au Québec, il y a beaucoup d'exemples dans ce sens,
Perte de l'accès public et de la dimension des biens communs. Donc, si ça devient un hôtel, tu dois payer, ce n'est plus électrique où tu peux venir te pointer et ça pose tous les problèmes. Il faut payer et parfois au même prix que les marchés généraux, risque de banalisation ou de dénaturation du patrimoine et même d'aliénation absolue. Et finalement, la troisième voie, c'est la réappropriation communautaire, mais qui dans les faits reste non régulée. C'est souvent des initiatives locales spontanées. Des cas belges sont déjà éclairants là-dessus. Manque de cadres pour assurer la pérennité et l'inclusivité. Tension potentielle avec des normes de conservation et de sécurité. Donc, ça reste une boussole intéressante, mais il faut qu'elle soit encore régulée. Alors, la question centrale, comment dépasser ce triple dilemme pour une qualification durable? Alors, le droit international, les ODD et le cadre UNESCO nous apportent quatre éléments intéressants. D'abord, la qualification du patrimoine religieux est une modalité de gouvernance des communs. Quand je parle de gouvernance des communs, c'est toute la littérature autour d'Elinor Ostrom sur Governing the Common, qui a été au début des années 90 promis et qui a encore un grand chantier théorique intéressant. Le cadre ODD UNESCO fournit une boussole normative pour dépasser les triples dilemmes et articuler les dimensions économiques, sociales, environnementales de la durabilité. Parce que souvent, la durabilité est simplement pensée en termes économiques. Est-ce que c'est rentable sur le long durée? Mais la durabilité, c'est aussi environnemental, c'est aussi social. Et ça, c'est grâce aux ODD qu'on va justement remettre le social et l'environnemental dans les débats, et pas que la dimension purement matérialiste de la rentabilité économique. L'approche post-séculière recentre les débats sur la création de la valeur sociale et urbaine partagée. Les projets d'analyse démontrent la faisabilité des modèles hybrides qui transforment ces patrimoines en infrastructures résilientes et en espace public inclusif contribuant directement à l'agenda 2030. Alors, quel est le cadre d'analyse? Comme je le disais, c'est la gouvernance des communs, Elinor Ostrom, et le cadre normatif qui est sous-tendu là. Et là, je crois que c'est une des contributions ici, c'est justement de faire dialoguer Elinor Ostrom et tous ces travaux avec les ODD, ce qui est rarement fait. Alors, une approche post-séculière par la gouvernance des communs conduit à considérer le patrimoine religieux comme non pas un bien obsolète, mais comme un bien potentiel. Potentiel veut dire qu'on peut toujours en faire de nouveaux usages et pas penser que c'est vieux, c'est dépassé, c'est médiéval, détruisons ou vendons ou faisons autre chose. Alors, l'enjeu de l'inclusivité est aussi posé dans cet espace territorialisé. La valeur d'usage et la coproduction de la ville conduit à éclairer, à un éclairage consolidé grâce aux EDD et à la recommandation UNESCO, on va y revenir. Alors, quelle est la grille de lecture normative très concrètement? L'ODD 9 d'abord, 1 sur 4, premier élément normatif que ça apporte. L'ODD 9 parle de l'industrie, mais lorsqu'on parle de l'industrie, le piège, c'est seulement de voir l'industrie au sens purement économique, mais il y a aussi des industries touristiques, il y a des industries culturelles, et donc, malheureusement, la tendance, quand on analyse cet ODD, c'est de voir quelles industries au sens des marchandises, marchandisation ou marchandises manufacturières. Voilà. D'ailleurs, quand on lisait les cibles, malheureusement, encore de la critique aussi à faire, c'est qu'on a une vision purement manufacturière de l'industrie et on a perdu de vue que les industries peuvent être culturelles, peuvent être touristiques et bien plus. L'innovation qui va avec et l'infrastructure en innovation permanente. Alors, l'ODD 9.3, plus précisément, pose l'idée de développer des infrastructures durables et résilientes, inclut le patrimoine religieux. Donc, c'est des infrastructures urbaines, on ne peut pas ne pas avoir des politiques là-dedans, malgré les discours laïcisants. Deuxième contribution du droit international, c'est moderniser les infrastructures pour les rendre durables. C'est la cible 9.4. Et la conséquence de ces deux cibles, c'est que la qualification comme modernisation résiliente d'une infrastructure résiliente. Il ne s'agit pas d'effacer et de construire de gratte-ciel. Ce n'est pas interdit, mais de voir comment ces infrastructures déjà existantes, on peut les moderniser sans les effacer.
Deuxième grille de lecture normative, c'est l'ODD 11. Alors, l'ODD 11 pose la question des villes et des communautés durables. Ce n'est pas comme ça qu'elle est formulée, mais l'idée, elle est là. Alors, la cible 11.3, c'est la participation inclusive à l'urbanisme, justement parce qu'on a tendance d'oublier que les églises, ces patrimoines font partie de l'urbanisme global et pas en dehors d'elle. Alors, la cible 11.4, renforcer les efforts de protection et de sauvegarde du patrimoine culturel et naturel. Culturel et naturel parce qu'on est aussi dans une critique où, je l'ai dit au début, peut-être, on a tendance à opposer nature et culture, alors que l'Église, ce n'est pas que l'édifice, c'est aussi l'environnement naturel autour et qui est intégré à la spiritualité. Et donc, ça participe justement à la dimension paysager de la vie. Espace public vert est justement 11.7, sûr et accessible à tous. Et on en revient là, où est-ce qu'aujourd'hui encore on trouve des espaces verts? C'est souvent autour de ces églises-là, dans un contexte où le marché de l'immobilier est cher et on veut maximiser tous les mètres carrés. Et donc, quand on voit les églises, il faut aussi les penser comme espace vert et pas que comme simplement une question religieuse catholique ou protestante ou anglicane ou musulmane, et qu'en sais-je. Espace public vert et sûr, accessible à tous. Cible 11B et cible 11C, politique intégrée pour l'inclusion et la résilience. Par exemple, une fois en Belgique, il y a eu une crise des migrants et c'est dans une église où c'était le seul endroit où on pouvait dormir ou avoir les possibilités de dormir. Et ça révélait justement ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le cas de notre chaire, les externalités positives, parce qu'on ne voit que les négatifs, alors qu'il y a d'autres dimensions. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre ça aux SDF ou aux autres personnes qui n'ont pas accès, mais ça donne quand même un cas où des personnes migrantes, il y avait toute une crise, et ils ont été dans cette église-là à Sainte-Catherine, pour être précis. Donc, la requalification comme levier pour une ville inclusive, résiliente et patrimoniale nous apporte une contribution intéressante avec l'ODD 11 et dans des environnements sécularisés à l'Occident. Alors, une grille de lecture normative, la troisième avant de conclure, c'est que pour sauver les patrimoines religieux, la question de l'énergie se pose. Et quel est le problème? Lorsque vous parlez souvent avec les agents municipaux, les agents administratifs ou même les agents cléricaux qui sont impliqués dans ces questions-là, que ce soit les fabriciens ou les membres de fabrique d'église qui gèrent souvent ça, ou les autres acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance, tous ils vont vous dire, ah, les églises vides coûtent cher à chauffer, il y a des factures d'énergie qui sont élevées, et donc il faut les démolir parce que c'est cher. Alors, quelle est la solution au DD7? L'énergie propre est d'un coût abordable et donc transformer les églises en bâtiments éco-énergétiques. Et c'est une des ODD qui ressurgit clairement pour baisser le coût. Alors, trois solutions concrètes pour ce qui est du patrimoine religieux. D'abord, l'isolation intelligente, isolation des combles et des murs, double vitrage préservant les vitraux. Évidemment, on va me dire que les vitraux ont des arts, et c'est des arts extrêmement importants du point de vue des médiévalistes à préserver. Mais les doubles vitraux ne veulent pas dire qu'on va détruire le vitrail artistique, mais on va juste superposer sans détruire la dimension héritage artistique qui va avec. La question des énergies renouvelables, justement, aussi des panneaux solaires sur les toits plats, et donc restreindre les coûts. Géothermie pour le chauffage, production d'énergie locale et propre. Donc là, j'essaie de voir comment l'ODD 7 peut apporter une solution à une tendance, parce que ça, c'est un des arguments les plus forts pour dire ces édifices nous coûtent cher en termes de factures énergétiques. Et voilà, l'ODD droit international à travers l'agenda 27 nous apporte des solutions intéressantes pour leur durabilité. Et finalement, énergie renouvelable, qu'est-ce que j'ai dit? Usage adapté, pardon. Création des zones chaleureuses. Et donc, si on sait que l'église n'a que 10 ou 15 ou 20 ou 30 membres, alors on restreint l'endroit à chauffer et la messe ne sait pas ce qu'elle a, plutôt que de tout détruire
et pénaliser des gens qui ont une quête d'essence spirituelle dans la communauté. Et donc, avoir des petits zonages où on peut chauffer et le reste, on peut faire autre chose, évidemment, et je vais parler des cas concrets en Belgique. Alors, les bénéfices pour la commune ou pour la communauté, c'est baisse des charges énergétiques, préservation du patrimoine sans destruction, nouveaux services pour les habitants, parce que si on fait les zonages, d'autres zones restées inaccessibles peuvent toujours être mises à disposition des communautés, contribution aux objectifs climatiques. Et dernière grille de lecture, finalement, parce que jusque-là, je peux encore parler concrètement, l'UNESCO dans tout ça, c'est la recommandation sur le paysage urbain historique, parfois qu'on approche par PIH, c'est une recommandation de l'UNESCO de 2011. Et cette recommandation pose un premier aspect d'une approche intégrée qui dépasse la simple protection monumentale. Donc, pour cette recommandation, l'église, ce n'est pas que le monument, le bâtiment, fondation, mur, toiture, ce n'est pas que ça, c'est tous les paysages. Quand vous voyez un quartier, pour que vous sachiez que c'est tel quartier, dès qu'on y met telle église sur une montagne, ça renvoie à tout un paysage, à tout un héritage paysager. Et si vous retirez cette église de ce paysage, le quartier n'aura plus la même histoire, ni la même représentation mentale. Et donc, cette recommandation est très intéressante de comprendre la dimension extra-monumentale et ramène le débat du paysage, ce qui change tout le débat. Pour une vision dynamique du patrimoine en lien avec son environnement, je crois que c'est ce que je viens de dire, met l'accent sur la gouvernance participative, la présence dans un patrimoine et le développement urbain, la gestion durable des transformations. Et donc, offre une méthodologie opérationnelle, d'où l'intérêt de penser l'église dans un tout paysagique. Démolir ou requalifier implique une prise en compte de tous les paysages connectés à ce patrimoine religieux. Et finalement, dernière partie, ça c'est, je vais juste citer en 5 minutes maximum, quelques études des cas en Belgique pour que ce que j'ai dit ne paraisse pas seulement théorique et vous dire qu'il y a des acteurs qui profitent justement du cadre déjà global et existant pour s'impliquer de manière citoyenne sans forcément être des religieux, et c'est ce qui est intéressant à analyser ici, mais pour comprendre qu'on ne peut pas raser des héritages simplement parce qu'il y a eu un discours modernisateur qui disait, comme je l'ai dit au début, que se moderniser égale ne plus croire. On n'est pas obligé de croire, ça c'est une loi garantie, mais au moins remettre la question de l'héritage. Donc voilà, c'est là où on est. La question des héritages dans une société qui se sécularise, mais comment elle gère ses héritages. Donc, autrement dit, concrètement, comment la Belgique vit cette expérience. Alors, le premier petit des cas, c'est ce que j'appelle les réseaux, ce n'est pas moi qui les appelle, et même c'est même comme ça, les réseaux églises ouvertes, open churches, un commun d'usage et de tranquillité. Alors, le concept, c'est de transformer les églises patrimoniales, qu'elles soient encore cultuelles ou non, en des lieux de ressourcement accessibles à tous, gratuitement, tout au long de la journée. Alors, j'ai fait un entretien avec un des animateurs et un des arguments qu'il m'a expliqué, les églises fermées sont plus exposées au vol que les églises ouvertes. Ça veut dire que quand vous laissez une église ouverte et que le soir, un voisin vient fermer, il y a rarement de vols. Et dès que l'église est fermée et que tout le monde sait que personne ne va, c'est là où, ce sont les églises qui sont fermées où il y a eu beaucoup de vandalisme. Donc, c'était déjà un des arguments pour montrer que fermer les églises n'est pas la solution. Au contraire, plus on les laisse ouvertes, plus il y a peu de vols. Et ça, il y a des statistiques avec la police belge, par exemple, qui montrent justement que partout où la police est intervenue pour des cas de vol, c'était la plupart, plus de 60%, c'était des églises qui étaient déjà fermées. Alors, ces raisons ici disent que laisser les églises ouvertes, déjà qu'il y a un comme c'est-à-dire non, et laisser que chacun vienne, qui s'assoit, évidemment, tout en respectant l'esprit d'Ilié. L'esprit d'Ilié, ça veut dire le silence, le recueillement. Que vous soyez croyant ou pas, mais le réseau protège ou milite pour l'ouverture des églises à tout le monde. Deuxième contribution, c'est la gouvernance des communs.
Une gestion hybride d'associations de partenaires variés, fabriques d'églises, propriétaires, communes, associations de tourisme bénévole, des règles partagées, charte commune garantissant l'accueil, la sécurité, le respect du lien, silence neutralité, voilà, je parlais du respect du lien il y a quelques minutes. Voilà, donc vous avez un peu cette expérience qui n'est pas que belge, d'ailleurs elle est née, je crois, en Scandinavie, mais qui est aujourd'hui valorisée dans beaucoup de pays européens comme réseau. Alors, quel est le lien entre cette expérience, parce qu'il ne faut pas qu'on parle de ZDD à la fin, quel est le lien entre cette expérience avec les ODD? C'est que ça renforce la protection du patrimoine par une nouvelle forme de valorisation, donc ça corrobore l'ODD, la cible 11.4, garantie d'un accès universel à des espaces publics sûrs et apaisants, ça renforce l'ODD 11.7 où ça corrèle, je ne sais pas si c'est renforcé ou corrélé. Et le cadre UNESCO approche qui valorise l'esprit du lien, ce qu'on appelle en architecture genius loci, et son rôle crucial contemporain au-delà de la seule fonction culturelle. Deuxième étude des cas, c'est, juste pour préciser, l'expérience de Open Church, c'est souvent du côté wallon, et un peu à Bruxelles aussi, dans le cas belge, alors que l'autre expérience, le parcours, c'est plus du côté Flandre. Pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, il y a deux régions qui ont des similarités, certes, en termes d'héritage catholique, mais qui ont des gouvernances différentes et les conséquences vont avec aussi. Alors, l'étude des cas du parcours, c'est que le parcours, c'est une sorte d'association d'experts en requalification, mais aussi qui ont un lycée, mais qui apportent des expertises. Alors, ce centre de compétences est un levier d'action qui accompagne la transition stratégique du patrimoine religieux. Qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, vous êtes curé d'une paroisse et vous voyez que ça commence à être compliqué à gérer votre paroisse parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde et qu'il y a des coûts. Alors, vous contactez les parcours ou les parcours vous contactent et ils viennent étudier la paroisse, le milieu, qu'est-ce que ça fait, quel type de requalification peut être possible. Alors, ils vont vous dire, on va diviser votre paroisse en 5 compartiments. Il y aura une épicerie à droite, un autre truc à gauche, et on vous laisse les sacristains et quelques espaces pour vos fidèles. Et là, c'est une co-modification, mais qui participe à ne pas conduire la commune ou les pouvoirs publics habilités à désaffecter littéralement l'Église. Donc, les parcours participent à des solutions adaptées à chaque édifice selon son milieu établi. Alors, quel est l'intérêt? Ça accompagne des plans de gestion, une nouvelle affectation et l'expertise. Alors, quel est le lien avec les ODD? Alors, l'ODD 9.1 et 9.4, accélération de la modernisation résiliente, à partir d'une expertise qui tient compte de la sécurité et des nouveaux usages, sans perdre l'esprit du lien. Opérationnel, en renforçant la protection et la sauvegarde, stratégique, politiques intégrées, et encore une fois, par rapport à l'UNESCO, un instrument de gouvernance qui aide à mettre en œuvre une gestion du paysage au-delà de l'aspect monumental. En conclusion, 4 éléments à retenir de ma communication. La première, c'est que la requalification des patrimoines religieux est un marqueur des défis urbains contemporains. Donc, quand on étudie les défis urbains contemporains, on ne doit plus mettre les patrimoines religieux comme une vieille question, mais comme une question cruciale. Et ce n'est pas pour rien que ces questions sont beaucoup plus étudiées par les architectes et les urbanistes, sont tellement avancés que toutes les autres sciences sociales sur ce genre de questions. Malheureusement, comme il n'y a pas de dialogue de discipline, parfois ils n'arrivent pas à faire dialoguer les droits et les sciences politiques, et la gestion et d'autres sciences impliquées sur ces débats. La deuxième, donc, il faut inventer de nouveaux modèles économiques et sociaux, concilier la mémoire collective et la diversité des croyances dans l'espace public. La deuxième grande conclusion, c'est la pertinence du cadre des ODD et du cadre de l'UNESCO, comme je les ai expliqués, comme boussole pour la durabilité urbaine. Donc, la notion de boussole reste importante parce que chaque cas a sa réalité, mais on mobilise le droit international comme une boussole pour savoir
les gens se sont réunis au niveau global et ont pensé des gros défis et pensé l'Occident comme une région du monde et pas la région mondiale. Et dans laquelle les mêmes défis se posent autrement, certes, comme aussi, mais avec de nouveaux problèmes. Et c'était ça justement l'intérêt de cette communication. Alors, légitimer une approche intégrée, opérationnaliser des concepts qui touchent la résilience, l'inclusivité et les actions concrètes. Et un des éléments de l'inclusivité que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a, par exemple, des églises qui doivent tenir compte de la diversité. Et vous avez, par exemple, des paroisses qui sont, on va dire, cette paroisse est une paroisse africaine, et ça permet l'inclusivité dans la ville, ou c'est une paroisse espagnole, ou c'est une paroisse philippine, ou c'est une paroisse orthodoxe, mais au moins ça permet l'inclusivité sans dire à ces gens, nous on ne croit plus, écoutez, on va fermer ces églises, mais tenir compte de toute cette diversité qui arrive, relier l'enjeu global. Alors, les études des cas montrent qu'il est possible de dépasser les dilemmes dont je vous ai parlé, misérification, marginalisation et réappropriation non régulée. Et finalement, la gouvernance des communs comme paradigme gagnant. Alors, déverrouille les blocages idéologiques, laïcité versus conservation, en se focalisant sur la valeur d'usage et la coproduction de l'espace indépendamment des croyances. Fédérer les coalitions d'acteurs et garantir une durabilité ancrée. Ceci dit, je vous remercie. Bon, on arrive à la deuxième phase de cette conférence midi, donc c'est la période de questions. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, Dr. Akili Mali. Donc, je me tourne vers les gens dans la salle en premier, puis ensuite, je vais regarder sur le Zoom. Donc, si vous voulez peut-être juste fermer le partage, comme ça, on va pouvoir revenir en galerie. Ça va être plus facile pour prendre les questions. Donc, juste cliquez sur le bouton rouge que vous voyez en haut de l'écran. Exactement. Super. Donc, quelqu'un veut briser la glace? Première question? La salle? Non, je me tourne en ligne. Est-ce qu'il y a des gens en ligne qui aimeraient poser une question? Bon, écoutez, moi, je vais briser la glace. Vous avez évoqué, il y avait 2 ODD a priori dans le résumé de votre présentation. Vous avez ajouté l'ODD 7. J'ai envie de vous amener sur le terrain de l'ODD 16 qui parle de démocratie, d'état de droit, de droits civils et politiques. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un facteur qui peut jouer sur la façon dont l'État va se positionner? Le fait, par exemple, qu'on est dans un régime qui se veut démocratique versus un régime davantage théocratique, autocratique. Donc, autrement dit, est-ce que la forme de gouvernement est susceptible d'avoir un impact sur le traitement qui va être réservé au patrimoine culturel et religieux? Bien sûr, c'est pour ça que je l'ai invité, parce que c'est même le mauvais ODD si on pense en termes de démocratie, pour poser la question du patrimoine, c'est une question sensible parce qu'on parle de la démocratie libérale, pour être plus précis, c'est la démocratie qui est, et que c'est une démocratie qui est ici du grand nombre. Donc, c'est le grand nombre ici des élections qui décident. Or, on est dans une société sécularisée où de plus en plus les gens qui croient deviennent la minorité. Donc, si on va dans la perspective du grand nombre qui décide pour les autres, c'est qu'on va avoir la conséquence que la tendance, ce sera, et c'est ce qui arrive souvent de dire, ces édifices, il y a séparation, il y a laïcité. Pourquoi on doit continuer à payer pour ces édifices? Donc, il fallait plutôt mobiliser des ODD qui présentent les débats autrement. Pour dire, on est d'accord que c'est le grand nombre qui décide, mais est-ce que le grand nombre peut voir les problèmes autrement en termes de durabilité, en termes de paysage, en termes de résilience, c'est-à-dire que nous pouvons garder une ville résiliente avec ces édifices tout en n'étant pas forcément catholique, mais avec une autre quête de sens à leur donner, et d'où penser
les problèmes autrement, mais aussi l'ODD sur les infrastructures résilientes, plutôt la ville inclusive, pour dire l'inclusivité, c'est aussi tenir compte des changements, aussi bien sécularistes, mais aussi en termes de diversité qui arrive, mais aussi en termes de... Donc, je crois que c'est pourquoi j'ai invité cette ODD pour faire ça. Parce que si on pose ça en termes de débat démocratique, on sait qu'il y a déjà l'autre modèle qu'on appelle la théocratie, qui est l'opposé presque des... Et que si on met en avant la gouvernance des patrimoines, c'est comme si on serait en train de régresser dans la vision modernisatrice de la société qui doit atteindre une certaine... des marqueurs, on sait des marqueurs de la société modernisée en termes de sécularisation, qu'est-ce qui doit quitter, la séparation. Et donc, si on pose en termes de l'ODD 16, je ne dis pas qu'il n'est pas valide, mais dans le cadre des sociétés sécularisées du Nord, les débats se poseraient autrement et même peut être contre-productifs en termes de durabilité, parce que l'enjeu majeur, c'est la durabilité ici. Et la durabilité, c'est comment on rend durable ça sans que ça soit un poids historique, énergétique, social, environnemental, et d'où chercher des ODD qui voient le problème autrement. Écoutez, la raison pour laquelle j'ai cité l'ODD 16 aussi, c'était dans la perspective où vous avez présenté le droit international comme une tout seul. C'est vrai qu'il y a beaucoup de normes qu'on pourrait qualifier de soft law, mais il y a quand même de la hard law, puis notamment la question aussi des droits fondamentaux. Donc, la question que vous abordez, comment ça pourrait se traduire, si on veut, sous l'angle des droits humains? Parce que fondamentalement, il y a une norme importante qui est la liberté de croyance et de religion. Mais vous avez, comment je peux dire ça, la solution que vous préconisez nous amène, enfin, je crois, à redéfinir un peu le rôle de l'État et la façon dont l'État arbitre les différents droits fondamentaux qui sont au cœur de votre problématique et de votre façon d'analyser les choses. Donc, c'était peut-être aussi sous cet angle-là que l'ODD 16 pourrait éventuellement être intéressant, dans la mesure où c'est un renvoi non seulement à la démocratie et à l'État de droit et à la volonté de pacifier les relations au sein des sociétés, mais il y a quand même une place prépondérante qui est accordée aussi sous l'angle de l'ODD 16 aux droits civils et politiques, ce qui inclut les grandes religions, les grandes libertés, dont la liberté de croyance et la liberté de religion. Enfin, je ne veux pas monopoliser la période de questions, donc je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions en particulier? Oui, Blaise Pascal. Oui, merci pour la parole. En tout cas, grand merci pour l'exposé. C'était vraiment très bien. C'est un sujet très intéressant à agiter pour moi. Mais ma question, c'est par rapport au droit international, parce que vous avez évoqué le cadre de l'UNESCO. Et je sais qu'il y a quand même une convention, n'est-ce pas, qui concerne la protection du patrimoine naturel et culturel. Alors, je me posais la question, pourquoi vous n'avez pas utilisé cette convention-là dans le cadre de ton exposé? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que, parce que je sais, par rapport à la convention de l'UNESCO de 1972, n'est-ce pas, on vise plus les biens qui sont inscrits sur une liste, que ce soit au niveau du patrimoine naturel, que ce soit au niveau du patrimoine culturel. Alors, j'étais en train de me demander, est-ce que la recommandation que vous avez faite a une connexion avec cette convention-là? Est-ce que cette recommandation ne sera pas limitée avec les biens qui doivent être inscrits dans une liste? Parce que là, quand vous faites la recommandation, vous faites une connexion avec les ODD qui est un peu plus large. Alors, je me demande comment vous articulez ça dans le cadre de votre travail. Ma deuxième question, c'est par rapport à... Je peux d'abord répondre à la première pour ne pas perdre le fil. D'accord. Merci, professeur Blaise Pascal. Et je connaissais les noms, mais finalement, on se raconte. Par rapport à la question, c'est que je crois même que vous l'avez sous-entendu dans son deuxième volet, c'est que la convention de l'UNESCO, pour protéger, il doit d'abord classer. Et ça change tout. Et donc, ce n'est pas n'importe quel patrimoine qui va être classé. Il faut que ça ait une valeur exceptionnelle pour l'humanité, et donc pas que locale, et que ça puisse avoir
Donc, pas seulement la valeur exceptionnelle, mais aussi l'assentiment, parce que ça peut avoir une valeur exceptionnelle, mais sans forcément avoir l'assentiment. Et il y a un ouvrage très intéressant qui vient d'être publié l'année passée, je crois, non, cette année d'ailleurs, par une chercheure avec qui je collabore, Meki Harimbold, sur les contestations à l'UNESCO, pour dire comment est-ce que lorsqu'on veut désigner un patrimoine, les contestations qu'il y a entre les États pour dire, ici des sensibilités religieuses ou culturelles ou minoritaires, donc pour dire que c'est une question éminemment politique, mais pas que. Alors pour entrer sur le terrain du droit, c'est que là, dès qu'on dit que tel monument est classé, c'est que c'est exceptionnel, donc on est dans l'ordre de l'exception. Mais la conséquence, c'est que ça ne représente même pas 0,0005 de l'ensemble des patrimoines. Donc, du coup, on va dire, par exemple, pour le cas de la Belgique, où les beffrois sont classés sites du patrimoine, mais les beffrois, on les connaît, ils sont à tel endroit, où je ne sais pas. Donc, la question, c'est que c'est minoritaire. Si on va dans cette convention, le problème reste entier parce que quelques petits patrimoines, exceptionnels certes pour leur valeur, mais ça ne résout pas le problème global. D'où la recommandation. La recommandation, elle, c'est indistinctement de la valeur. Dès que et puis, la recommandation apporte deux contributions intéressantes. D'abord, c'est indistinctement du patrimoine, mais aussi, elle donne une définition large de la patrimonialisation. La patrimonialisation, c'est le processus public par lequel un bien est inscrit comme patrimoine, parce qu'il faut un acte qui classe un bien comme patrimoine. Ça peut être le plus local possible, un maire ou une commune ou un service spécialisé, mais cette recommandation prend deux sens de la patrimonialisation, à la fois juridique, mais aussi sociale. C'est-à-dire, dès qu'une communauté a un rapport à un édifice religieux de longue durée, c'est déjà un processus de patrimonisation communautaire, pas nécessairement juridique. Et donc, elle ouvre. Et le troisième intérêt, si je peux en ajouter un autre, c'est que il ne voit pas seulement les patrimoines en tant que bâtiment, mais tout le paysage historique, parce que il y a des archives privées. Vous pouvez ne plus y croire, mais vous avez été baptisé là-bas. C'est des photos, c'est des archives familiales et ça participe à un héritage familial, mais qui touche à un édifice public. Donc, faire disparaître cet édifice, c'est faire en partie disparaître une histoire familiale et souvent n'est pas la connexion entre les droits privés et cette dimension-là publique. Il y a des jeunes gens qui jouaient dans les terrains autour de la paroisse, et dès qu'on vend la paroisse, vous allez seulement voir la paroisse, mais toute la jeunesse qui a grandi, qui venait jouer autour, elle est pénalisée. Et ce qui arrive souvent, en Europe, par exemple, il y a une sociologue qui vient de faire une publication là-dessus, c'est que chaque fois qu'une mission religieuse ferme, c'est que les premières personnes qui protestent, c'est souvent les riverains, parce qu'ils avaient un endroit calme et ils ont peur de qu'est-ce que ça va devenir. Et c'est eux qui vont rapidement se mobiliser pour qu'il n'y ait pas fermeture. Donc, c'est un peu juste pour dire qu'elle elle ouvre un champ inclusif de beaucoup, et comme on parlait d'inclusivité, alors que la Convention UNESCO, non seulement il y a beaucoup de tensions politiques pour classer un bien, parce qu'il y a des conséquences politiques qui vont autour. Si vous classez un bien dans une région musulmane, vous vous souvenez au Mali, comment à Tombouctou, toute la sensibilité autour, et c'est dans un État musulman, mais pour eux, c'est des édifices qui peuvent paraître comme anti-religieux. Donc, il y a beaucoup de sensibilité autour, d'où toutes les contestations politiques qui aboutissent à classer un bien. Deux, en termes de proportion, c'est extrêmement faible. Je crois que j'ai plus ou moins répondu à ça. J'ai deux autres questions. Ouais, allez-y. Alors, ma deuxième question, c'est par rapport à
vous avez présenté les deux instruments. Et je suis en train de me demander par rapport à vos recherches, est-ce que vous pensez que les ODD tels qu'ils sont conçus, soit le cadre dont vous venez de présenter, est-ce que ce sont des cadres qui sont parfaits ou bien il faudrait leur améliorer pour rendre en compte de manière vraiment un peu plus, un peu plus améliorée, n'est-ce pas, prendre en compte de manière meilleure, n'est-ce pas, la question de la réqualification des patrimoines religieux. Mon autre question, ça c'est un tout dernier, je veux m'arrêter là, c'est par rapport quand même à la question, parce que j'ai quand même aussi une expérience belge, j'étais du côté flamand et j'ai vu aussi des églises qui se sont transformées en restaurants. J'avais même mangé dans un restaurant qui était à côté de l'université, par la Suisse, je me souviens très bien. Et j'ai aussi eu le temps de poser avec les personnes qui travaillent. Il y a aussi la question de maintenir aussi ces patrimoines-là. Donc, on crée une activité, par exemple, économique comme un restaurant, pour permettre, par exemple, d'entretenir ce patrimoine-là. Mais d'un autre côté, il y a des gens aussi qui ont la foi. Hein. Là, je rejoins un peu la question du professeur François d'une certaine manière. Les gens qui ont une foi en une église, ils voient que c'est désacralisé. Lorsque vous allez, par exemple, dans la Bible, vous voyez comment Jésus a chassé, je ne sais pas si tu lis la Bible, Jésus a chassé les marchands, voilà. Il a chassé les marchands dans le disciple pour dire que ce n'est pas un endroit où on peut tout mélanger. Alors, avec ce que vous dites, bon, je ne sais pas de quel côté, est-ce que, et quelque part, cette réqualification-là ne va pas aussi poser un problème pour les personnes qui ont une certaine foi et qui veulent garder l'Église sacrée dans son modèle ancien tel qu'il est. Mais de notre côté aussi, je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait une inclusivité vraiment parfaite? Parce que il y aura des gens qui sont exclus parce qu'il faudra aussi que cette Église-là soit à leur image par rapport à leur foi. Mais d'un autre côté, il y a aussi des besoins économiques comme vous dites. Je crois que c'est une question quand même qui se pose au niveau plus occidental parce que on peut dire aussi, on peut regarder, si vous observez les sociétés, il y a quand même comme un déclin de la foi et parfois on ne sait plus quoi faire avec les églises. Bon, est-ce que cette question-là va se poser au niveau de l'Afrique? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a des cas au niveau de l'Afrique sur les questions de réqualification, par exemple, du patrimoine religieux? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Je peux là. Oui. Pour ne pas perdre le fil là. Oui. Ensuite, Mme Wright, vous pouvez poser votre question. La première question, je crois l'avoir indiqué en début, le droit international n'apporte pas une solution miracle, mais c'est une boussole. Alors, pourquoi l'intérêt d'une boussole? Parce que le droit interne est fissuré, et si vous vous souvenez, au début, j'ai parlé de quelques réactions juste glanées comme ça sur Internet, mais qui démontrent une fissure réelle de la société. Alors, l'idée du droit international, c'est que, je parle aussi de ma propre expérience où je devais faire une interview avec un membre impliqué dans la gestion d'une cathédrale à Bruxelles. Ce n'est pas un clair, mais quand même, comme c'est un édifice où il y a plusieurs acteurs qui interviennent, et qui a carrément, qui m'a posé la question, mais pourquoi toi, Africain, sans même savoir ma nationalité, forcément, pourquoi tu t'intéresses à notre patrimoine? J'ai vu que tu viens du Congo, mais pourquoi ça t'intéresse autant? D'où le droit international apporte, je crois peut-être l'avoir dit déjà, apporte deux choses que le droit interne n'arrivait pas à résoudre. D'abord, ça dépassionne les débats. Ça veut dire, dès qu'on parle du problème des églises et qu'on en parle aux Nations Unies, on ne va plus rentrer dans les guéguerres des gauches, des droites, des écolos, des anticléricaux, des libéraux. On voit ça comme un problème d'une partie du monde, mais qui interpelle le reste du monde. Tout l'intérêt du droit international, justement, est d'avoir un cadre qui dépassionne les tensions, les histoires internes, comment on dit, comme la cuisine interne, ramener ça dans un salon où tout le monde peut venir donner son avis. Un peu comme l'Occident aussi donne son avis sur les forêts d'Afrique, on doit se dire, mais on devrait quand même aussi donner un avis sur les églises qui vous les affectez parce que c'est des patrimoines culturels, autant qu'il y a des patrimoines naturels dans nos sociétés.
D'où il n'y a que le droit international aujourd'hui qui permet un cadre des convergences, d'intersectionnalité sur ces débats-là. L'autre intérêt, c'est que on peut facilement saisir et avoir, bon, évidemment, sauf pour la plupart, mais au moins, ça peut permettre pour des catégories qui se sentent insatisfaites à l'interne d'avoir des niveaux à poser et pour dire, est-ce que vous pouvez interpeller notre pays parce qu'il y a des problèmes et voir ça avec une vitrine globale et pas que locale. Alors, la question que vous avez, la deuxième question que vous avez posée sur la sensibilité religieuse, je crois que c'est plus lié, mais à la première, c'est que il y a, quand on dit la liberté religieuse, on ne sait pas qu'est-ce que ça comporte concrètement. Est-ce que c'est la liberté des profanés? Est-ce que c'est la liberté, où est-ce que ça s'arrête la liberté religieuse? Est-ce que je peux porter, j'étais dans un bar, j'ai observé plutôt dans un bar ici à Montréal il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est dans une boîte de nuit, mais qui s'habille en tenue de religieuse. Donc, c'est provocateur. Jusqu'où va la liberté religieuse? Donc, et c'est un débat et tous les débats sur les blasphèmes, est-ce qu'on peut rire de la foi de l'autre? Jusqu'où? Et donc, la tendance, c'est qu'il y a tout un courant séculariste qui s'est malheureusement constitué en idéologie. On est d'accord qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a aussi derrière, la laïcité n'est pas tombée du ciel, il y a eu des guerres de religion, il y a des gens qui ont été tués pour leur foi, et donc il fallait séparer. Et il y a tout un héritage de guerre derrière. Mais il faut encore qu'on mette une ligne fine entre les droits de croire et le droit de ne pas croire dans l'espace public. Et la laïcité à la française, malheureusement, semble avoir donné une formule qui parfois est caricaturale et c'est elle qui est parfois transposée dans beaucoup d'États, d'où des tensions qu'on peut observer dans la requalification des églises qui deviennent des boîtes de nuit. Alors, une contribution intéressante, malheureusement, qu'on néglige, c'est le droit canonique, qui reste certes aussi droit pas actifs comme les droits internes, mais le canon 1222 interdit de changer l'affectation du lieu en un lieu qui puisse ternir l'usage premier. Ça veut dire, vous pouvez réaffecter, mais pas dans le sens d'en faire un truc littéralement opposé à la foi chrétienne. Malheureusement, c'est le droit canonique, donc encore une fois, c'est du soft, moi aussi je peux me permettre. Mais les débats restent entiers en droit interne et il y a beaucoup de travaux là-dessus et même des jurisprudences qui parfois sont contradictoires. D'où je pense qu'appréhender ça avec d'autres lectures paraissait intéressant. C'est pour ça que j'ai fait le choix de ces 3 ODD qui dépassionnaient le débat et voyaient ça avec d'autres perspectives moins frontales. Merci. Madame Wright, vous aviez une question? J'en ai une à plus. Alors, tout d'abord, je voulais dire que merci pour votre exposé, c'est absolument excellent. Et en tout cas, c'est très complémentaire, notamment à la base théorique et la mise en pratique. Moi, la question que je posais est plus un peu plus dans la théorie, en tout cas, par rapport à ce que vous avez présenté. Et ça rejoint un peu aussi la question que vous avez posée juste avant, notamment la perte de symbolisme. Parce que moi, j'ai l'impression que lorsqu'on parle aussi de la foi de la religion et puis tout, on va dire, ce paradigme-là de la croyance, c'est les questions du symbolisme qui, en fait, moi, j'ai l'impression que la modernité aussi, le conflit entre peut-être l'ancien et le nouveau, je ne sais pas si c'est élémentaire, ben, on voit généralement la modernité comme une pique de l'utilitarisme, en fait, où tout doit avoir finalement une sorte de... Voilà, c'est ça, ça devient très transactionnel et tout ça, on est dans, en fait, je ne sais pas si c'est une réaction finalement au passé, donc au symbolique religieux, je ne sais pas. Mais la modernité, en tout cas, se base, en tout cas à mes yeux, sur ce point-là. Ça vient en fait finalement, parce que je me suis aussi intéressée à la question de la religion, notamment par rapport
l'action de la morale et notamment aussi son lien avec le droit, mais aussi avec les enjeux de la durabilité, plus particulièrement avec les questions de l'environnement. Et en fait, la question que moi je me posais, c'est est-ce que vous, suite à votre base théorique, est-ce que vous pensez que cette modernité-là s'inscrirait potentiellement sur un nouveau cadre religieux? Peut-être que le terme religieux n'est pas nécessairement le bon terme, mais sur un fond de croyance qui serait donc différent, enfin beaucoup plus utilitariste, parce que je vais Beaucoup plus ou beaucoup moins? Beaucoup plus utilitariste par rapport à la modernité, parce que je vais juste connecter ça avec un auteur que j'avais découvert récemment, qui s'appelle Walter Benjamin, qui en fait disait comme quoi, ou avait une thèse qui, puisque l'œuvre n'a pas été achevée, mais l'idée serait que le capitalisme serait une sorte de nouvelle religion en tant que telle, une religion culturelle. Et en fait, je me posais la question, quel est votre avis, en fait, sur cette idée, ici, sachant les recherches que vous avez menées sur la base théorique. Donc, les gratte-ciels, c'est le bâti religieux du capitalisme. Ben, moi, je me pose la question en termes de modernité, parce que je pense que, par exemple, la question de l'environnement, certains pensent que c'est soit une question morale, soit une question politique, mais je pense que la politique s'inscrit dans un cadre moral aussi. Et littéralement, moi, j'ai l'impression que pour protéger aussi l'environnement, il y a un besoin de retour au symbolisme, un symbolisme qui est peut-être différent, que certaines religions proposent un symbolisme social, etc., mais que peut-être il y a donc besoin d'un retour peut-être reformuler, quelque chose de réécrit, j'en sais rien. Mais voilà, c'est pour ça que je me posais un peu la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans un nouvel ère religieux ou est-ce qu'on est vraiment dans le rien? C'est pas que j'ai parlé de post-sécularisme et je t'invite à faire des recherches là-dessus. Habermas, Herbert Habermas est un des grands concepteurs du terme, mais il y a un auteur aussi américain, Casanova. Mais l'idée, justement, c'est de dire que le sécularisme a failli parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu tout un discours qui disait que pour être moderne, une société va progressivement se séparer de la religion et que la religion va rester un problème de privé. C'est d'ailleurs souvent le langage aussi qui est repris par les politiques qui défendent cette vision encore dominante. Mais depuis le début des années 2000, il y a les travaux de Habermas et d'autres chercheurs dans cette même élan qui démontrent qu'on est dans l'ère post-séculière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire post-séculière? Ça veut dire que certes, la religion au sens où nous la connaissions a disparu, mais la croyance se redéfinit autrement. Et même parfois avec des effets pervers. Parce que vous dites qu'il n'y a plus de religion, mais entre-temps, il s'est développé d'autres mécanismes de croyance et vous allez voir toute la tendance à l'ésotérisme aujourd'hui chez les jeunes démontre que fuir la religion, elle vous rattrape avec d'autres expressions, d'autres manifestations. Cette idée d'un être humain qu'on avait typiquement cartésien, qui voit l'être comme organe, cellule, souche et qui est vraiment matériel, il n'y a pas de spirituel, il n'y a pas de surnaturel. On s'est rendu progressivement compte que c'était dépassé, que c'était limité. Et donc, ils essaient justement de... Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que comme le modèle, c'est de tout vendre, et que quelque chose qui ne rapporte pas, n'en vaut pas la peine, on va avoir des coachs en bouddhisme qui disent qu'ils ne sont plus religieux, mais qui vendent des formations religieuses, et vous voyez le côté pervers de la chose, alors que le bouddhisme traditionnel tel que vécu, ben, c'est une philosophie de vie. Mais si vous commencez à partir des séances à 30, 50, 100 euros pour... donc, vous voyez, et tous les débats. D'où la dimension, encore une fois, des autres idées, si on les problématise comme solution, comme boussole de réflexion, devient encore une fois intéressante. Pourquoi? Parce que les autres idées, on ne les a pas formulées par hasard. À partir des années 70, avec le rapport Brundtland,
on s'est rendu compte que les stocks de ressources étaient épuisables et que si on ne réfléchissait que pour la production de la richesse et que pour la production de la c'était limité, d'où il fallait ramener encore l'environnement dans le débat, ramener le social et que les indices de développement tels qu'on les connaissait étaient limités au début des années 90, la dimension des capabilities qui va être mise en contribution et l'indice de développement humain, l'indice du bonheur, pour montrer que pour être heureux, ce n'est pas que la dimension et qu'il y a d'autres alternatives et il y a autant de modèles qui sont aujourd'hui présentés en alternative, d'où ramener un débat en droit qui existe déjà et qui est intéressant à être une boussole d'analyse. Et donc voilà un peu, c'est presque toute la démarche que j'ai essayé de faire. J'ai une question, je veux juste vérifier en ligne s'il y a des personnes qui souhaiteraient poser une question à notre conférencier du jour. Personne ne lève la main. Il y a peut-être 2 ou 3 points, je pense, pour le bénéfice là, de la suite de nos échanges, de nos discussions sur cette thématique-là. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur la question des droits de propriété et qui possède en ce moment les églises en question? Parce que, bon, le Vatican a quand même 2,8 milliards d'actifs ou de patrimoine, quand même, ce qui est assez significatif, mais je me demandais, en ce moment, les églises là, qui sont sujettes à une telle, qui sont au cœur de la problématique que vous étudiez, qui en a la propriété en ce moment? Et ma deuxième question, c'est vraiment parce qu'implicitement, dans votre conférence, vous avez pris une position là-dessus, mais au final, selon vous, quel devrait être le rôle de l'État? Et notamment, quel devrait être le rôle de l'État dans une perspective de développement durable où on tient compte justement de la dimension économique, sociale, environnementale et aussi culturelle, comme l'UNESCO l'a avancé il y a plusieurs années maintenant. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a 4 dimensions de développement durable, à commencer par, pas à commencer, mais dont une dimension culturelle qui est souvent sous-estimée. Donc, dans cette perspective-là, je suis curieux de vous entendre là, sur la façon dont vous pourriez synthétiser ou résumer le rôle de l'État et peut-être clarifier à travers ça qui a la propriété de ces lieux-là. Alors, la réponse n'est pas toute faite pour dire c'est tel qui est le propriétaire, c'est au cas par cas. Alors, je vais parler des 4 États que je connais, plus ou moins, ou 3. Alors, mais en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que dans chaque cas, il y a souvent ce qu'on appelle des concordats. Ça veut dire le Vatican, en tant qu'État, signe un concordat avec un pays, et c'est souvent sur base des réalités historiques, politiques internes, et qui vont déterminer les types de rapports qui vont être signés sur la propriété des églises. Alors là, c'est des églises diocésaines. Je vais en venir à un autre cas des églises missionnaires qui sont des ASBL, et là, c'est du droit privé. Mais d'abord, je parle des églises diocésaines, parce que les diocèses, c'est des entités qui sont organisées au sein d'un État, qui sont rattachées au Vatican, mais qui sont en même temps dans l'État. Donc, vous comprenez que ça fait intervenir des sujets de droit international, et donc il faut un concordat. Alors, par exemple, en Belgique, il y a eu un concordat entre Napoléon et la France à l'époque qui gérait la Belgique. Dès que la Belgique a été indépendante, le concordat a été pérennisé. Bon, il y a eu beaucoup de modifications, mais l'idée reste là. Et en Belgique, les églises appartiennent pas à l'Église, mais à l'État. Les églises diocésaines appartiennent à l'État. Donc, la désaffectation, c'est une décision de l'État, de la commune, et qui remonte. Un bourgmestre dit que cette église devient, évidemment, avec un rapport de la fabrique, d'où un des représentants de la commune est membre dit cette église devient difficile à gérer et il faut la désaffecter et trouver soit un preneur ou quoi que ce soit qu'on peut en faire. Donc, la conséquence, c'est que l'État paye les ministres des cultes.
parce qu'il y a historiquement une histoire derrière. Il y a des concessions foncières qui appartenaient à l'Église et que l'État a pris. En contrepartie, il fallait maintenant payer les prêtres qui gèrent les sacristains en contrepartie. Donc, voilà les cas belges. Alors, les cas nord-américains, en général, canadiens et américains d'abord, c'est qu'on est dans un régime libéral. Et donc, vous savez les conséquences, c'est que les églises appartiennent au diocèse et c'est vraiment un fait privé comme diocèse. Et si la conséquence, il y a un problème, c'est les diocèses qui gèrent. Et s'il faut vendre, ça c'est vraiment diocèse. Mais la conséquence, c'est que, donc, vous voyez, les modèles, ça ramène même toute l'histoire américaine. Alors, ici au Canada, selon ce que j'ai suivi ces dernières semaines, il y a un cadre typiquement québécois qui est différent des autres cas, et ça explique justement l'histoire. Mais ici, les églises appartiennent aux fabriques et il y a une loi sur les fabriques d'églises. Mais les fabriques d'églises, c'est des ASBL, mais qui gèrent les églises, mais qui ont des types de relations avec la commune, la municipalité et la province. Il y a des pouvoirs d'autorisation selon les décrets des moyens de loi administratifs, selon les types de choses à faire, mais c'est la fabrique qui gère. Donc, c'est elle qui va constater que ça devient difficile à gérer, qui va dire qu'on va vendre. Qu'est-ce que l'Église joue dans ça? Les diocèses vont juste, parce qu'il y a des membres qui viennent des diocèses qui sont membres de la fabrique, va soit approuver, soit négocier, mais généralement, c'est la fabrique qui va décider de la vente de l'Église. Alors, dans les cas post-colonial du Congo, par exemple, les églises appartiennent aussi aux diocèses, mais encore une fois, il y a un concordat qui date de 1906 entre Léopold II et le Vatican, entre Léopold II qui gérait un dédoublement fonctionnel à la fois monarque belge et monarque du Congo. Alors, c'est une concordat qui a été renouvelée en 2021 et où il y a des dimensions collaboratives. Par exemple, les écoles qui sont rattachées à des diocèses sont payées par l'État. En vertu de cette, il y a des passerelles de facilité. Donc, pour faire simple, c'est au cas par cas. Ça, c'est des églises diocésaines ou des patrimoines diocésains. Par contre, à côté des patrimoines diocésains, il y a des congrégations. Vous voyez, les congrégations, c'est des faits privés qui sont certes rattachés à l'Église, mais qui ont des chartes ou des chartes fondatrices. Il y a des franciscains, des jésuites, des dominicains, pour décider que c'est trois qui sont le plus présents dans presque partout, et qui ont des chartes. Et ces chartes vont dire quel type comment ils vont. Alors, c'est des sociétés missionnaires qui viennent s'implanter, ils peuvent bénéficier du concordat, mais ils ont une autonomie de gestion et donc c'est à eux au niveau interne de se décider quand il faut. Donc, ils ont plus ou moins une autonomie de gestion qui n'est pas totale, mais qui sur la dimension patrimoniale est plus ou moins totale. Voilà. Et là, c'est typiquement une gestion et c'est là où il y a aussi souvent des problèmes parce qu'ils ont aussi des patrimoines immenses dans certains cas. Et chaque fois qu'ils peuvent dire, bon, nous voyons que nous avons un projet d'école au Panama ou en Amérique latine et ce patrimoine ici au Canada ne génère plus assez de ressources. Donc, comme vous ne croyez plus, nous voulons aller faire un travail au sud et souvent la tension vient de là parce que le pays va voir que c'est des millions qui vont quitter un pays pour... Mais la congrégation a une vision globale du monde et de dire, nous avons des problèmes au sud où les gens croient encore à notre message et il y a des problèmes là-bas, nous voulons construire une école, un hôpital, un orphelinat et il y a souvent des tensions entre les pays vis-à-vis de l'information. Mais comme on est en droit privé, la tendance sera justement de dire, mais il y a autonomie, c'est notre fondation. S'il y a des droits comment on dit, des notaires à payer, vous allez les percevoir comme n'importe qui.
Mais ça, c'est un problème très sensible dans beaucoup de pays occidentaux parce que le patrimoine de ces missions-là, comme on est en droit privé, parfois génère des millions et il y a souvent des tensions qui vont s'observer. Mais si on voit ça en termes de zones d'été, les droits à la solidarité peut être aussi invoqué. Moi, aujourd'hui, je parle spécialement dans un angle typiquement classique de l'Église, donc diocésaine. Intéressant, merci. J'ai vu en ligne qu'il y avait Ravel qui avait une question à poser. Allô? Oui, on vous entend. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour professeur Roche. Merci au présentateur pour sa brillante présentation qui nous édifie effectivement sur les questions notamment religieuses. Disons que j'avais tout simplement peut-être deux, trois questions à poser à l'intervenant. La première est celle de savoir quelle est la contribution de votre sujet à la question de la restitution des biens culturels déportés lors de la colonisation, puisque justement on a compris que si éventuellement à l'occasion, c'est-à-dire étant donné que la plupart de ces biens qui ont été déportés étaient justement parfois l'objet des croyances de plusieurs peuples. Et aujourd'hui, la question se pose avec acuité, notamment au niveau de la restitution, notamment aux pays africains, des biens culturels qui ont été déportés par le fait colonial. Donc, nous voulons savoir quelle est la contribution que votre sujet apporte à cette problématique. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, tout à l'heure, vous avez adressé une nuance, le droit de croire et le droit de ne pas croire. Bon, nous concluons dans le respect de la différence. Et maintenant, nous voulons poser la question de savoir, faut-il réguler la liberté de croyance à l'aune de la mondialisation? Si oui, jusqu'où? Sinon, ne risque-t-on pas les situations de crise issues notamment de la prolifération des croyances? Donc ça, c'était notre deuxième question. Et la troisième question est celle de savoir, faut-il structurer ou hiérarchiser les croyances? Sinon, pensez-vous que la démocratisation des croyances impliquant l'égalité entre religions et le respect de l'autre peut-elle résoudre efficacement la question des fanatismes? Puisque justement aujourd'hui, on voit plusieurs mouvements se créer, notamment sur les bases religieuses. Et on se pose justement la question de savoir, est-ce qu'il y aurait une religion miroir qui inspirerait les autres courants religieux? Ou alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui un choc entre les courants religieux qui obligerait justement, ou encore qui motiverait un ensemble de crises d'un point de vue international? Oui, et enfin, pour vous, vous pensez que la croyance et la science, c'est-à-dire la croyance et la science aujourd'hui peuvent être considérées comme un couple ou alors sont en dissonance? C'est tout, merci. Merci, Dr. Giello. Écoutez, à travers vos questions, je pense qu'il y a une autre conférence d'1h30 qui pourrait être entamée. Donc, j'invite peut-être notre conférencier à répondre sommairement aux différentes questions que vous avez posées, mais je pense que ça traduit à quelque part tout l'intérêt que votre conférence a suscité chez les membres de l'Observatoire. Donc, merci pour votre question, Dr. Giello. Ouais, merci, docteur Ravel. Vous avez posé beaucoup de questions qui sont d'intérêt social certain, mais je voulais juste préciser que moi, la dimension qui m'intéresse, c'est le patrimoine. Et j'ai expliqué que, et d'ailleurs, c'est une des grosses erreurs qu'on met chaque fois qu'on parle de croyances, c'est qu'on voit les croyances dans le sens liturgique du terme, théologique. Est-ce que Jésus a existé, est-ce que Jésus n'a pas existé, est-ce que Mahomet sauve, est-ce que Mahomet ne sauve pas? Et du coup, ça dépouille le débat des héritages. Il y a un autre débat, et c'est ce que j'évite, et c'est ce que souvent le piège n'est pas trop loin. Donc, l'enjeu n'est pas de parler de croyances au sens philosophique ou ontologique du terme, mais ces croyances ont produit des héritages. Ça peut même aller dans l'islam. Quand vous allez aussi de l'Espagne, vous allez voir des mosquées incroyables et qui sont parfois redevenues des églises. Ou quand vous allez en Turquie, vous allez voir des églises incroyables qui sont redevenues des mosquées.
mais c'est des héritages avec un art qui a été produit et avec des signes artistiques, des architectures incroyables. Et ces architectures-là ont contribué à notre vivre aujourd'hui. Donc, le piège, c'est de voir la religion uniquement comme croyance et pas comme un fait social total où on peut étudier l'art religieux, l'architecture religieuse, la sculpture religieuse, l'habité religieux dans l'espace public, comment une église structure le paysage urbain. C'est ça même, c'est ça l'enjeu de mes recherches. Donc, et ça permet de passionner les dimensions et de faire comprendre aux croyants comme aux non-croyants. Indépendamment de qui croit ou croit, ces édifices ne sont pas neutres, ils ont contribué à notre société, ils ont fait de nous ce que nous sommes comme civilisation humaine. Et justement, leur durabilité, si on la pose, on ne la pose pas à qui est dit vrai, qui est croyant, qui n'est pas croyant, mais qu'est-ce que cela veut apporter à notre société, qu'est-ce que cela reconfigure dans notre société. Alors, c'était juste. Alors, pour être maintenant simple et rapide, la question des patrimoines africains qui ont été pris, là, ça, c'est une question qui est parallèle et qui peut être donnée, comme l'a dit François, liée à une autre conférence. Donc, c'est beaucoup de choses à dire. Je préfère ne pas directement donner une position. Mais derrière ça, il faut juste comprendre qu'on est dans une société de l'hybride ou de l'hybridation où il y a eu des partages de part et d'autre, et il faudrait voir ça comme ça. Et le piège, lorsqu'on parle des artefacts africains, c'est d'isoler l'Afrique dans le monde et d'oublier qu'il y a aussi le même débat avec des objets juifs, des objets bouddhistes, des objets latino-américains, amérindiens, et donc remettre le débat des objets africains dans une perspective globale et pas isolée, et ça permet de voir les débats autrement. La question de croire ou ne pas croire, elle est, comme vous l'avez reconnu, sensible. Et donc, une fois, j'ai dit, c'est un débat d'ordre privé, mais les débats des héritages, des architectures, des arts, des patrimoines qui en ressortent, ça parle à l'ensemble de tous. Et donc, la beauté que produit l'art arabe, par exemple, dans les mosquées, la beauté que produit l'architecture religieuse catholique, toutes ces belles statues, n'en déplaise le débat des iconoclastes et des iconophiles, comme société qui doit préserver un héritage, c'est des choses qu'on ne peut pas simplement banaliser parce que c'est religieux. Et c'est le piège, justement, lorsqu'on parle de ces débats. Là, le piège, c'est de ramener rapidement les croyances pour les devoirs et les héritages. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui, ça clôt la période de questions. Donc, à nouveau, nos remerciements les plus sincères plutôt à notre conférencier du jour. Merci à ceux et celles qui étaient branchés sur Zoom pour la conférence et évidemment, merci à ceux et celles qui se sont déplacés aussi aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous à notre prochaine conférence qui n'est pas encore annoncée, mais restez à l'affût. Nous allons vous transmettre les informations sur notre prochaine conférence. Qui sait, peut-être portera-t-elle sur la restitution des biens culturels africains, parce qu'effectivement, il y a eu la publication du rapport Sans Savoie il y a quelques années, mais la question est loin d'être résolue compte tenu des centaines de milliers d'œuvres d'art et de production artistique qui se retrouvent dans les musées en Europe, ou même en Amérique du Nord. Plusieurs œuvres artistiques africaines se retrouvent dans des musées à Toronto, dans l'ouest du pays ou encore aux États-Unis. Donc, c'est une question qui, évidemment, est d'actualité, mais qui est une autre question que celle qui était abordée aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir.